Bonjour à tous, Boris Mathieu, je suis le délégué éditeur de Syntec Numérique et je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire consacré à l'introduction en bourse qui peut concerner aussi bien les PME que les ETI. L'idée de ce webinaire aujourd'hui organisé en partenariat avec Euronext est de vous permettre de mieux appréhender les enjeux et implications d'une potentielle introduction en bourse et surtout de bénéficier des témoignages de deux grands adhérents de Syntec Numérique, à savoir Generix Group et Wavestone. Donc, pour commencer, nous allons accueillir notre partenaire d'Euronext, Léonard Meyer, qui va nous donner de premières informations sur l'ampleur du phénomène actuellement d'introduction en bourse, et puis sera suivi de deux témoignages d'adhérents. Léonard, bonjour. Bonjour Boris, merci. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire effectivement consacré à la thématique de la bourse comme levier de croissance des entreprises, des PME et des ETI. Je pense que je vais introduire le sujet avant effectivement d'avoir le témoignage de nos deux témoins, monsieur Humbert et monsieur De Coninck. Ce qui permettra d'animer un débat assez intéressant sur les problématiques que se posent aujourd'hui les ESN et les éditeurs de logiciels et comment la bourse peut répondre à ces problématiques. Voilà. Donc, pour commencer, nous avons, je vous ai représenté sur ce slide l'état actuel sur nos marchés des ESN et des éditeurs logiciels cotés. Donc on constate qu'effectivement, on a quelques noms très emblématiques, très connus, des Capgemini, des Atos, des Soprasteria, qui font partie de ce qu'on appelle chez nous des large caps, donc des valorisations boursières supérieures à 1 milliard d'euros, qui représentent quelques émetteurs sur nos marchés. On a au milieu, en termes de taille, les émetteurs justement comme Wavestone, comme Generix, qui sont des sociétés également cotées sur nos marchés réglementés et qui sont de taille intermédiaire, donc ces ETI dont on parle beaucoup en France. Et on constate également sur cette franchise d'éditeurs de logiciels cotés et d'ESN que les 2/3 des émetteurs, donc sur à peu près 150 émetteurs, on en a une petite centaine qui sont sur nos marchés de plus petite taille, des small et mid cap, d'une valorisation inférieure à 150 millions d'euros, qui est finalement le reflet de la réalité économique aujourd'hui de ces deux secteurs, avec un marché extrêmement fragmenté, très atomisé, une multitude de petits acteurs qui ont parfois du mal à croître et à sortir de l'anonymat et devenir des PME, des grosses PME qui ensuite deviennent des ETI et qui, pour certaines d'entre elles, deviennent ensuite des large caps. Voilà, donc au-delà de la franchise telle qu'elle est aujourd'hui sur nos marchés, qui représente un peu moins de 300 milliards d'euros de capitalisation, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ces ESN, ces éditeurs logiciels, il y a une vingtaine d'années, elles avaient un statut vraiment de prestataires de services. Elles étaient souvent considérées par les grands donneurs d'ordre comme des variables d'ajustement. On était dans une relation assez basique client-fournisseur, avec une pression sur les prix par leurs grands donneurs d'ordre. Et progressivement, après la crise de 2008, 2009, 2010, il y a eu un repositionnement de ces entreprises qui sont devenues des vrais partenaires experts avec un positionnement plus créateur de valeur, plus stratégique, et donc des sociétés plus rentables, plébiscitées justement par ces investisseurs boursiers, que ce soit des investisseurs institutionnels ou des investisseurs particuliers qui reviennent beaucoup en bourse depuis un an et demi. Sous fond de rallye de la tech, du secteur tech, accéléré évidemment par la digitalisation de l'économie depuis des années et encore plus accéléré par le contexte de Covid-19 qu'on a connu, c'est devenu des valeurs beaucoup moins cycliques en bourse, avec une très belle visibilité et un très fort intérêt des investisseurs aujourd'hui en bourse. Avant de donner la parole à M. De Coninck et M. Humbert, je pense qu'il est important de comprendre les enjeux auxquels font face aujourd'hui les éditeurs de logiciels et les ESN pour mieux comprendre comment la bourse peut les accompagner sur ces défis. Donc aujourd'hui, on est tous d'accord, je pense, pour dire que le momentum business de ces sociétés est particulièrement favorable. On est dans une transition numérique sur tous les pans de l'économie, le secteur banque-assurance, l'industrie, l'aéronautique, les services. On parle beaucoup de relations clients à distance, de télétravail, de cybersécurité, de cloud.
Donc le momentum business est effectivement favorable. Je pense qu'on peut distinguer 4 enjeux majeurs pour ces deux secteurs. Je pense qu'un des enjeux communs aux deux secteurs, c'est évidemment le recrutement, l'acquisition de capital humain qualifié, durable dans le temps, puisque évidemment ce capital humain est la ressource principale et la ressource fondamentale de ces sociétés. Deuxième facteur important, je dirais la recherche de visibilité et de notoriété, d'abord nationale pour beaucoup d'entreprises, ensuite européenne, et puis pour certaines d'entre elles, une dimension internationale à terme, puisqu'on est évidemment sur un marché extrêmement atomisé, où il est difficile de sortir de la mêlée, de la masse. Cette recherche de notoriété, crédibilité est extrêmement importante pour pouvoir grandir. Troisième enjeu, d'après moi, évidemment le besoin de financement pour accompagner cette croissance en R&D, cette croissance en recrutement, en croissance externe pour grossir, avec l'idée de trouver un juste équilibre entre l'endettement bancaire et la recherche de capitaux propres, le renforcement du capital. Et enfin, pour les ESN, en particulier la recherche d'une taille critique, l'idée de grossir d'abord en croissance organique, de trouver son positionnement pour ensuite faire éventuellement du build-up, de la croissance externe et grossir en dehors des frontières nationales. Et sous l'angle éditeur de logiciels, peut-être un développement basé sur effectivement le réseau de distribution de ces logiciels et le fait de grossir notamment à l'international en étendant le spectre effectivement commercial. Donc nous verrons au cours de ce webinaire et des 2 témoignages en quoi la bourse peut être vue comme une boîte à outils, vous verrez, qui apporte une réponse positive à ces 4 enjeux, donc recrutement, notoriété, besoin de financement et croissance via build-up ou via internationalisation des activités. Donc sans plus attendre, je vous propose de passer au témoignage de M. Deconinck et de M. Humbert. Et peut-être pour commencer, M. Deconinck, je vous laisse la parole pour nous raconter en quelques minutes l'histoire de Generix, l'histoire de croissance de votre groupe et un petit peu comment vous êtes arrivé à vous introduire en bourse il y a plusieurs années maintenant. Merci, Jean-Charles Deconinck, je suis donc le président du Generix Group. Notre entreprise a été introduite en bourse en 1998, en pleine bulle Internet à ce moment-là. Nous l'avons pris en 2005, elle était toujours cotée, elle était dans des difficultés importantes, liées principalement au fait que elle est connue cette période un peu particulière et des problématiques liées ensuite derrière à son développement. Nous sommes donc cotés depuis 2005, depuis 1998, 2005, j'ai repris l'entreprise avec un holding financier pour la déployer. Nous sommes restés en bourse pour des raisons qui sont claires, qui sont des raisons dont on parlera tout à l'heure, de notoriété en particulier, et de capacité aussi à avoir dans un développement international une certaine, on va dire, solidité de par la production publique de l'ensemble de nos chiffres, qui est aussi un élément non négligeable à prendre en compte dans la relation long terme que nous avons avec nos clients. Merci beaucoup Jean-Charles. Pascal, bienvenue également. Peut-être quelques mots sur Wavestone, sa dynamique de croissance et effectivement le rationnel qui vous a conduit à un moment donné à introduire Wavestone en bourse. Vous êtes sur mute Pascal, je crois. Et voilà, ça y est, 10 euros de pénalité. Donc, bonjour Léonard, bonjour à tous. Écoutez, donc Wavestone, effectivement, nous sommes une ESN, plus particulièrement, nous sommes dans le segment des ESN, positionnés sur le segment du conseil. Et pour nous, la bourse, ça a été avant tout un choix dicté par la volonté de croissance. Nous sommes venus en bourse pour faire croître l'entreprise. Nous sommes rentrés il y a une vingtaine d'années en bourse. L'entreprise avait quelques années d'existence et nous avions besoin de grandir plus vite. Et donc, c'est ça que nous sommes venus chercher en bourse, en trouvant un levier de financement nous permettant d'initier une stratégie de croissance externe et un développement de croissance organique plus agressif, plus dynamique. Et pour y revenir tout à l'heure, je pense que la bourse nous a complètement apporté cet avantage. Elle nous a apporté bien plus, on pourra le détailler, mais aujourd'hui, le constat qu'on peut faire, c'est que Wavestone n'aurait jamais réussi à mener sa stratégie de croissance sans le levier qu'a représenté la bourse, qui a été pour nous
absolument clé pour arriver à accélérer notre trajectoire et à réussir une croissance qui a été forte. En 20 ans que nous sommes en bourse, on a eu un taux de croissance moyen d'un peu plus de 20% depuis 20 ans. Très bien, merci beaucoup Pascal. Peut-être Jean-Charles, sur justement revenir sur cette question sur les enjeux de notoriété, de visibilité que la bourse a permis au groupe Generix. Comment, pour rentrer un peu plus dans le détail, comment vous pouvez caractériser effectivement cet apport de la bourse sur cette notoriété, cette notion de visibilité pour ce qui concerne votre groupe? Comment vous l'avez vécu et comment vous avez pu vous servir de la bourse pour cette thématique-là particulière? La bourse est exigeante, elle était exigeante dans le bon sens du terme, en termes de gestion, en termes de relations actionnariat, et donc elle nécessite inévitablement de prendre en compte de manière beaucoup plus large la performance proprement dite et intrinsèque de l'entreprise. Donc je pense que la bourse est un élément excessivement motivant pour qualifier une gestion de très dynamique, de très profitable, d'avoir une vision aussi qui permette d'informer de manière constante en fait nos actionnaires qui font partie intégralement de l'entreprise. Donc il faut prendre en considération ces éléments-là. Un actionnaire, ça s'informe, ça se gère, c'est excessivement important aujourd'hui. Et donc la bourse nous a amené inévitablement de l'obligation de structuration dans notre développement, de portage véritablement de valeurs, de rentabilité, même en phase de croissance. Donc tout ça nous a été excessivement profitable et nous a tiré inévitablement par le haut du fait simplement que la réponse des actionnaires et du marché à nos performances était un élément qui nous a très clairement supporté et apporter véritablement derrière notre capacité à nous développer de manière plus internationale. Le deuxième point par rapport à ça, c'est que, comme je le disais juste à l'instant, la bourse aussi est une nécessité de communiquer, une nécessité de qualifier, entre autres, à travers ce qu'on appelait maintenant le document universel, donc une capacité d'information qui est excessivement importante, qui est structurée, qui est même complètement normalisée par les autorités de marché et qui nécessite donc là aussi un effort de communication et qui permet à nos clients, à nos actionnaires, mais aussi à nos clients d'avoir une vision très claire sur l'investissement qu'ils vont faire auprès de notre entreprise et sur la qualité de notre signature dans le long terme, car comme vous le disiez tout à l'heure, un groupe comme Generix s'engage pour des périodes longues et donc il est nécessaire d'avoir ces éléments sous les yeux pour pouvoir prendre la bonne décision. Très bien, merci beaucoup. Très intéressant cet aspect, effectivement, sur le fait que la bourse et la réglementation afférente portent une discipline, une orthodoxie financière, une orthodoxie dans la communication et challenge en permanence, effectivement, les entreprises qui sont cotées pour tirer le meilleur d'elles-mêmes et que ce n'est pas que des contraintes, mais c'est aussi beaucoup d'évolution et d'évolution positive pour elles. Peut-être, Pascal, revenir sur la dynamique de croissance en bourse pour Wavestone et notamment sur l'angle M&A, croissance externe. Comment vous avez pu vous servir de la bourse sur cette thématique-là précisément et qu'est-ce que la bourse a pu vous apporter pour faciliter finalement peut-être les process et la stratégie de build-up que vous avez pu entamer? Oui, la bourse effectivement a été pour nous d'abord une source de financement qui nous a permis d'initier notre stratégie de croissance externe. Lorsque nous sommes introduits en bourse, nous avons levé une dizaine de millions d'euros. On était tout petits à l'époque et ça nous a permis de réaliser coup sur coup 2 acquisitions qui ont permis à l'entreprise de changer de dimension et de rentrer dans cette stratégie de croissance mêlant donc build-up et croissance organique sans prendre de risques et tout en gardant une complète indépendance. On avait introduit la société en bourse tout en gardant le contrôle du capital de la société. Et ça a été pour nous donc le pied à l'étrier qui nous a permis de rentrer dans cette stratégie de croissance externe. Et ensuite, cet outil boursier, finalement, nous ne l'avons plus utilisé comme source de financement grâce à nos premiers build-up et à la rentabilité de l'entreprise. On a été en mesure de financer
notre développement et nos acquisitions par le levier du cash flow et de la dette bancaire. Mais pour autant, la bourse est restée tout à fait clé pour réussir notre stratégie de croissance externe, parce qu'elle nous a donné une crédibilité, elle a renforcé l'attractivité de l'entreprise vis-à-vis des cibles que nous souhaitions acquérir. Il y a un petit côté, je dirais, magique de la cotation en bourse, qui est un des éléments qui fait rêver les sociétés qui peuvent rejoindre Wavestone, qui nous a permis de sécuriser un certain nombre d'acquisitions, qui nous a permis d'ailleurs également de sourcer des acquisitions potentielles, parce que quand vous êtes coté en bourse, vous êtes identifié comme un acquéreur potentiel, et donc ça a fait venir naturellement à nous des dossiers qui ont conduit à quelques-unes des acquisitions qu'a fait Wavestone. Et je voudrais rebondir sur ce que disait Jean-Charles à l'instant. Par ailleurs, a posteriori, je me rends compte que le fait d'être coté en bourse nous a amené à mener une structuration, à consolider l'infrastructure de Wavestone, nous permettant de sécuriser le déroulement de ces acquisitions, de les réaliser dans de bonnes conditions, de savoir réagir vite quand nous avons fait des acquisitions qui ont été moins heureuses que d'autres, ça arrive. Et donc à ce moment-là, le fait d'être très solide sur son infrastructure, d'avoir une crédibilité vis de ses partenaires bancaires qui est conférée par la cotation en bourse, ça a été également des leviers qui nous ont permis de sécuriser l'ensemble de ce process. Donc on dit souvent que la bourse, c'est un certain nombre de contraintes, et c'est vrai, mais ces contraintes apportent finalement une structuration qui ensuite s'avère extrêmement intéressante pour rendre l'entreprise robuste et lui permettre de continuer sa croissance sur le long terme en sachant digérer les hauts et les bas avec un bon niveau d'efficacité. Très intéressant. Merci beaucoup, Pascal. Mais effectivement, je vous rejoins sur cette idée, peut-être sur la thématique M&A de ce que peut apporter la bourse en termes de stature, de marqueur d'ambition pour les entreprises. Et il y a finalement un label, presque un label société cotée égale un petit peu serious company. Et effectivement, vous êtes référencé dans toutes les bases M&A internationales qui vous permet d'originer des deals parce que vous êtes trouvé en tant que acquéreur potentiel par des cibles qui pourraient s'intéresser à se faire consolider effectivement dans des groupes comme les vôtres. Donc, très, très intéressant. Peut-être, Jean-Charles, pour revenir sur l'histoire aussi du groupe Generix, qui a transitionné un repositionnement il y a quelques années et qui, en bourse, a parfois pu avoir un parcours parfois chahuté, même si maintenant il est derrière vous. Comment vous avez pu vivre cette période en tant que dirigeant et quels enseignements retenir finalement dans les périodes aussi parfois difficiles pour avoir un discours de transparence vis-à-vis de notre auditoire? Comment vous avez pu vivre des périodes plus difficiles d'un point de vue boursier dans le groupe Generix? Très clairement, aujourd'hui, quand j'ai repris l'entreprise en 2005, elle était cotée, donc c'était une penny stock, donc avec tout ce que ça comporte véritablement. Donc la bourse était plutôt à ce moment-là une vision qu'il fallait intégrer dans la vision du développement de l'entreprise. Donc, la première chose, c'était déjà sauver l'entreprise que nous avons menée les premières années en la retournant, la rendant positive, rentable, générant du cash. Et ça, pendant 1 an et demi, on s'est avéré à pousser ça, ce qui nous a permis de retrouver une bonne santé, y compris boursière. La deuxième phase a été derrière, pour nous, une phase de construction d'une nouvelle entreprise à partir de ce qu'était Generix à ce moment-là, un éditeur de logiciels dans le domaine de l'ERP, que nous avons quitté ensuite quelques années plus tard. Et nous avons en 2008 lancé tout un programme de transformation de l'entreprise. Et donc, nous sommes lancés dans une aventure particulière qui s'appelait à ce moment-là, ce que nous avons appelé l'on-demand, puisque maintenant on appelle ça du cloud, du SaaS. On a été un peu précurseur, voire complètement là-dessus. Donc, on a réécrit nos logiciels, fait de la structuration d'architecture, enfin des investissements non négligeables, que nous avons autoporté dans un premier temps, c'est-à-dire que nous avons tout alimenté par la réinjection de notre cash dans l'entreprise en totalité, ce que nous continuons à faire en partie. Et c'est vrai que c'est un moment très difficile puisque nous l'avons fait à partir de 2008 et vous vous rappelez de ce qui s'est passé entre 2008 et 2011 en particulier, dans une période très difficile
de marché qui s'est ralenti, et donc notre plan qui devait en grande partie être financé par la génération de notre cash nous a amené à se retrouver parfois dans des situations où il a fallu faire appel au marché. Ce que nous avons fait en 2011, on a donc proposé à nos actionnaires, dans le cadre de cette transformation, de nous accompagner. Et nous avons levé, par augmentation de capital, 8 millions d'euros à ce moment-là, en 2008, pour une entreprise qui en faisait une vingtaine de millions à ce moment-là. On a levé 8 millions, nos actionnaires nous ont suivis en totalité, puisqu'on a bouclé cette levée de capital en quelques jours. C'était très rapide. Et on a mené le projet qui était le nôtre, et on a ramené Generix aujourd'hui dans une entreprise qui fait un peu plus de 80 millions de chiffre d'affaires et qui est à plus de 80% aujourd'hui dans une activité proprement dite récurrente. Donc cette aventure, elle a été particulière dans le sens où nous avons aussi remercié d'une certaine manière nos actionnaires, puisqu'on a fait une OPRA ensuite en 2011. En 2014, excusez-moi, en 2014, 4 ans après, 3 ans après, nous avons fait une OPRA, donc on a restitué les 8 millions qui avaient été empruntés avec une rentabilité importante à nos actionnaires, pour tout d'abord les remercier de leur confiance, et puis leur donner aussi confiance à l'avenir de Generix. Donc c'est ce que nous avons fait en 2014, absolument. Et voilà, donc un peu l'histoire boursière de Generix a été, c'est vrai, fortement mouvementée dans ces périodes depuis, je dirais, 2005 jusqu'à 2011. Néanmoins, il faut s'en tirer aussi des enseignements. Le premier, c'est quand vous faites une transformation aussi importante que ce que nous avons vécu, qui était vraiment une transformation industrielle profonde, qui bien sûr consomme du cash dans un premier temps, puisque nous sommes dans un processus industriel, on produit des produits, on écrit des produits avant de les vendre, donc on est dans une phase de R&D avant de proprement dit mettre sur le marché les œuvres que nous développons. Il faut savoir une chose, je pense que l'enseignement, comme vous me demandiez tout à l'heure, dont j'ai retiré, c'est qu'il faut communiquer. Expliquer, communiquer, c'est vrai en interne dans une entreprise, mais quand on est en bourse, il faut le faire encore plus fortement avec ses actionnaires qui sont de taille variée, avec des compréhensions qui sont variées. Et donc, ça nous oblige aussi, comme le disait tout à fait Pascal, au même titre que ça nous a obligé à structurer l'entreprise, à être excessivement rigoureux dans sa structuration, et bien d'amener la même chose en termes de communication. Expliquer, réexpliquer. Et je pense qu'aussi, ça, c'est un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est valable, bien évidemment, pour nos actionnaires, mais il faut savoir aussi que quand on parle en bourse, on parle à un écosystème global. Certes des financiers, certes des cibles potentiellement d'acquisition, mais aussi des clients qui, par nature, sont aussi parfois des actionnaires, ou en tout cas, on a un œil attentif par rapport à l'entreprise dans laquelle elles ont indirectement investi en utilisant nos processus et nos logiciels à ce jour. Très clair, Jean-Charles, merci beaucoup. Effectivement, cette idée de communication qui est la clé, d'autant plus quand on est coté parce qu'on est exposé tout un tas de parties prenantes. Une autre idée que j'aime bien dans votre discours, sur la possibilité, une fois coté, de faire appel au marché, parce qu'on est connu, parce qu'on a une histoire boursière, et de faire ce qu'on appelle des levées secondaires, obligataires ou de capital, pour continuer à solliciter le marché dans son aventure. Peut-être quelques mots, Pascal, justement, vous disiez tout à l'heure sur l'aspect financement, par rapport à votre environnement bancaire, et puis par rapport à d'autres formes aussi de financement qui existent, comme le private equity, auquel peut-être notre auditoire réfléchit de temps en temps également. Quel regard vous portez justement sur ce financement très particulier qu'est l'IPO et les levées secondaires par rapport à des formes de financement peut-être plus répandu, comme peut l'être le private equity, et quel impact positif ou négatif l'introduction a pu en avoir vis-à-vis de votre écosystème financier, notamment banquier? Oui, alors d'abord peut-être pour répondre à la dernière partie de votre question, en 2008-2009, on a pu complètement toucher du doigt en quoi la cotation, à quel point la cotation renforce la crédibilité de l'entreprise et permet finalement de continuer à obtenir des financements vis-à-vis de ses partenaires bancaires. C'est, comme le disait Jean-Charles, c'est une espèce de label
qui permet d'asseoir la crédibilité de l'entreprise. C'est bien connu, les banques ne prêtent qu'aux riches et elles ne prêtent qu'aux sociétés sur lesquelles elles ont le sentiment que les risques sont très limités. La cotation boursière confère cette crédibilité aux entreprises. L'exigence de transparence est un petit peu un label qui permet finalement de drainer les financements bancaires dont on peut avoir besoin dans des phases un peu critiques de l'entreprise. Et je dirais au quotidien, clairement, je pense que le fait d'être coté permet d'obtenir des meilleures conditions de la part de ces banquiers. Par rapport finalement au choix du private equity, qui est l'éternelle question, finalement, est-ce qu'il vaut mieux aller en bourse ou est-ce qu'il vaut mieux s'adresser à du private equity? Et bien sûr, il n'y a pas de réponse absolue à cela, mais je vais plutôt donner une réponse pour une entreprise comme Wavestone qui présente finalement deux caractéristiques. On est une entreprise de croissance, donc à l'évidence, on a besoin finalement d'avoir des modes de financement qui sont adaptés à cette stratégie de croissance, mais surtout, on a une stratégie de long terme. Et je pense que c'est un élément qui est clé dans la cotation boursière par rapport au private equity. Le financement boursier, c'est une source de financement à durée indéterminée. C'est-à-dire qu'on s'engage dans un projet de long terme. Ça, c'est ses inconvénients. Ça veut dire que, effectivement, c'est souvent quand même un chemin qui est dans lequel il est difficile de faire un retour arrière. C'est un chemin qui est exigeant. On a parlé donc de la nécessité de rigueur, de transparence, de conformité. Mais par contre, c'est un chemin dans le cadre duquel vous n'avez pas un point de rendez-vous tous les 4 à 6 ans, comme c'est le cas avec un fonds de private equity, un point de rendez-vous qui tout à coup conditionne la suite de la stratégie de votre entreprise. Dans le cadre d'une introduction en bourse, vous avez la possibilité de dérouler votre stratégie de manière continue, sans avoir ces fameux points de rendez-vous qui font que les fonds qui sont à votre tour de table vont avoir envie de faire quelque chose, de sortir, et peut-être dans un calendrier qui est le leur, mais qui ne va pas forcément correspondre au calendrier de l'entreprise. Et j'ai souvent vu le cas, puisque Wavestone a fait l'acquisition de sociétés qui avaient été financées par du private equity. Parfois, c'était une très belle histoire. À d'autres moments, c'était une histoire moins réussie parce que finalement, le fonds avait besoin de sortir à un moment où l'entreprise n'était pas dans les meilleures conditions pour pouvoir gérer cette sortie. Donc, c'est un mode de financement qui est très, très adapté aux projets longs, aux projets dans lesquels finalement on veut développer sur le long terme. Je trouve que la bourse présente un deuxième avantage, qui est le fait qu'elle permet à l'entreprise de complètement garder la main sur sa stratégie. À nous, dirigeants, de bien concevoir cette stratégie, de bien la vendre à nos investisseurs, de bien l'exécuter. Mais par contre, nous gardons la main sur cette stratégie. Et si nos investisseurs, à un moment, ne croient plus à notre stratégie, ils ne sont pas collés avec nous. On n'est pas dans une situation conflictuelle comme ça peut être le cas avec du private equity à son tour de table. C'est simplement nos investisseurs, dans ces cas-là, vont simplement sortir du capital. Il faudra trouver d'autres investisseurs qui vont venir les remplacer. Ça a été le cas pour Wavestone. Il y a quelques années, on a fait une acquisition très structurante à l'échelle de l'entreprise en faisant l'acquisition d'un cabinet de conseil qui s'appelait Kurt Salmon. Et il y a un investisseur de très long terme de Wavestone qui, ce jour-là, est venu me voir en disant moi, j'y crois pas, votre acquisition, c'est beaucoup trop dangereux. Vous allez rencontrer beaucoup de problèmes et donc je décide de vendre ma ligne. Ça s'est passé de manière extrêmement apaisée. Il se trouve que d'autres investisseurs, par contre, ont beaucoup cru à l'histoire et ont beaucoup aimé l'histoire, ont pris la place de l'investisseur qui est sorti. Et la cerise sur le gâteau, c'est que du coup, j'avais fait un pari avec le gérant qui était venu me voir en disant qu'il sortait. J'avais fait un pari sur le cours de bourse de Wavestone 2 ans plus tard. J'ai eu la chance de gagner ce pari, ce qui fait que, qui plus est, ça m'a permis de faire une bonne bouffe aux frais de l'investisseur qui voyait vraiment tous les avantages à un niveau que vous n'imagineriez même pas.
Non, mais merci beaucoup Pascal pour ce témoignage poignant. C'est effectivement ça fait beaucoup écho aux sociétés avec lesquelles Euronext discute aujourd'hui, des sociétés qui ont connu des LBO, qui ont été sous sponsor financier et qui viennent en bourse pour retrouver une vraie indépendance de gestion, de décision. Parce que même un fonds minoritaire, finalement, a un pouvoir au conseil d'administration dans la stratégie. Et cette histoire aussi de temporalité un peu différente entre le temps long de l'entrepreneur ou de la famille et le temps plus court de l'investisseur. Et puis donc avec cette histoire de bourse qui effectivement permet une réelle respiration du capital. On peut entrer quand on veut et sortir quand on veut en fonction des conditions de liquidité du moment. Très intéressant. Peut-être pour évoquer, Jean-Charles, le volet capital humain, recrutement, qui est quand même le nerf de la guerre notamment chez les éditeurs de logiciels et également chez les ESN. Comment aujourd'hui chez Generix, peut-être la bourse peut être un avantage, un atout pour attirer de nouveaux collaborateurs, pour fidéliser les talents qui sont aujourd'hui chez Generix par rapport à une société qui n'aurait pas forcément les avantages qu'offre la bourse sur ce plan-là? Alors oui, c'est un point important entre autres dans le mode d'attractivité de l'entreprise, au même titre qu'elle peut être attractive sur notre sujet. Mais le fait de communiquer tout d'abord, c'est quelque chose qui rassure. Au même titre que les clients, nos collaborateurs ou futurs collaborateurs nous connaissent à travers simplement le fait d'aller voir ce que nous faisons, chercher des informations financières, elles les ont, et donc ça leur permet d'avoir là une vision transparente de l'entreprise aussi. Le deuxième point, c'est que nous avons depuis maintenant 2005, donc au moment de la reprise de l'entreprise, nous avons mis en place un système d'intéressement des collaborateurs au capital. Donc, beaucoup sont aujourd'hui actionnaires de l'entreprise à travers un fonds Generix auquel ils participent, qui leur permet d'acquérir à travers la participation qu'ils ont annuellement des actions, s'ils le désirent, avec un abondement, puisqu'on met un abondement sur 3 tranches pour pouvoir les inciter aussi à devenir actionnaires de l'entreprise. Ça, c'était le premier point. Et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi, dans certains cas, pour garantir, en tout cas pendant une période donnée, la présence de ces collaborateurs parfois clés au sein de l'entreprise, émis des actions gratuites pour certains qui ont été package, comme on dit, leur permettant aussi d'avoir un élément complémentaire de rémunération à travers ces actions gratuites qui ont été un élément de fidélisation pour beaucoup, ce qui fait qu'on a aussi dans l'entreprise, certes, comme toute entreprise d'édition de logiciels ou de SN, une certaine noria qui se met en place, mais aussi des éléments structurels qui ont pu être conservés pendant des périodes longues grâce à cet intéressement. Et puis, le dernier point, c'est que le rapport à l'entreprise est différent. Quand vous êtes actionnaire, même si actionnaire salarié, vous êtes actionnaire. Et donc, chaque action que vous menez est un élément que vous devez prendre en compte, non seulement comme salarié et comme responsable de service ou d'activité, mais aussi comme actionnaire. Et donc, quand vous posez une décision, quand vous prenez de manière opérationnelle, vous avez aussi cet élément-là à intégrer. Le dernier point, c'est qu'on a animé ça et on continue à animer cet élément à l'interne pour régulièrement rencontrer une fois par an au minimum nos salariés actionnaires avec qui on discute justement, certes de la stratégie comme on le fait dans toutes les entreprises, mais aussi de l'évolution en bourse de l'entreprise, des sujets de M&A qui peuvent aborder, qui se posent parfois des questions. Donc avoir une relation particulière avec les acteurs et nos salariés qui nous ont fait confiance autour de l'investissement qu'ils ont porté dans leur propre entreprise. Très très clair, merci beaucoup Jean-Charles. Pascal, peut-être également sur le même thème, sur comment Wavestone a capitalisé sur cette boîte à outils de la bourse sur l'angle recrutement, en tout cas l'angle capital humain au sens large, et notamment sur l'existence peut-être d'un dispositif d'actionnariat salarié et puis surtout les incentives que permet la bourse, cet alignement d'intérêts entre le salarié et l'entrepreneur au long cours. Qu'est-ce que j'aimerais bien vous entendre?
Oui, d'ailleurs, vous le disiez au début, c'est certainement un des enjeux pour les ESN et les éditeurs logiciels. Hein. On est très, très dépendant de notre capital humain. Et donc, savoir déjà attirer les talents, c'est clé. Et bien sûr, la bourse, exactement comme je l'évoquais tout à l'heure vis-à-vis des sociétés que nous souhaitons acquérir, la bourse renforce l'attractivité de Wavestone et de l'entreprise. C'est ensuite effectivement un outil qui permet de retenir et je dirais surtout d'engager plus fortement les collaborateurs. Alors, on a mis en place une boîte à outils qui est très comparable à ce que Jean-Charles vient de décrire. On a deux mécanismes d'actionnariat salarié au sein de Wavestone. Un mécanisme qui est ouvert à tous les salariés à travers des campagnes annuelles d'investissement dans un support fonds commun de placement investi donc en actions Wavestone. Tous les ans, les salariés peuvent souscrire à ce fonds commun de placement pour acheter donc des actions Wavestone par ce biais-là, et l'entreprise abonde avec un abondement qui est un abondement assez généreux mis en place par Wavestone, mais conditionné au fait que les salariés restent présents dans l'entreprise 2 ans après avoir investi dans le FCPE Solucom. Donc tous les ans, dans le FCPE Wavestone, pardon, Solucom est l'ancien nom de l'entreprise. Et donc, tous les ans, des salariés peuvent investir dans ce FCPE à hauteur d'un certain pourcentage de leur salaire annuel, à hauteur de 4% de leur salaire annuel. Et 2 ans plus tard, ils reçoivent un abondement à raison d'une action gratuite pour une action qu'ils avaient souscrite. C'est un mécanisme qui s'est installé dans le temps, qui existe depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et tous les ans, à peu près 50% des salariés investissent dans le capital de Wavestone par ce biais-là. Et puis, il y a des actions de performance qui sont mises en place pour les key people de Wavestone. Chaque année, il y a un certain nombre de key people, une quinzaine, une vingtaine, qui se voient attribuer des actions de performance, qui sont des plans d'action gratuites conditionnés par l'atteinte d'un critère de performance au bout de 3 ans. Et si ce critère de performance est atteint, ils reçoivent effectivement donc un certain nombre d'actions gratuites, à condition d'avoir également fait un investissement personnel au début de ce plan, et à condition bien sûr d'avoir été présent pendant toute la période de 3 ans, toute la durée d'acquisition de ces actions de performance. Au total, avec ces deux mécanismes, il y a un peu plus de 10% du capital de Wavestone qui sont entre les mains des salariés. Et donc, je disais tout à l'heure, c'est un outil de rétention, mais à vrai dire, je dirais dans le secteur du conseil, il y a quand même un turnover naturel qui reste élevé. Donc, on a un turnover plutôt plus bas que nos comparables. Peut-être que c'est un petit peu lié à ce mécanisme d'actionnariat salarié, mais c'est surtout, comme le disait Jean-Charles, un outil d'engagement des collaborateurs. Ils se sentent partie prenante de l'entreprise. Ils ont l'impression, effectivement, de voir l'entreprise à la fois par leur contribution en tant que collaborateurs, que salariés de l'entreprise, mais également en tant qu'actionnaires. Et ça leur donne un regard différent dans l'entreprise, très engagé dans finalement ce qu'elle est, l'image qu'elle projette, sa stratégie. Merci Pascal, c'est très clair. Peut-être une question plus opérationnelle, puisqu'évidemment, vous êtes coté depuis de nombreuses années, vos entreprises sont cotées depuis de nombreuses années, aussi bien Wavestone que Generix. Peut-être Jean-Charles et Pascal, celui qui veut prendre la parole, quel est le temps aujourd'hui que vous allouez à la cotation au sens large en tant que dirigeant d'entreprise, aussi bien sur les sujets de relations investisseurs que sur les sujets aussi plus opérationnels. Votre temps est celui de votre CFO, si c'est votre CFO qui s'occupe plutôt de cet univers-là. Allez-y Pascal. Oui, écoutez, en ce qui concerne Wavestone, je dirais c'est à peu près 20% de mon temps, et j'ai un CFO qui doit y consacrer. C'est difficile de faire la part des choses entre ce qui est finalement de la cotation, la gestion de la cotation boursière, et parfois ça se rejoint avec d'autres sujets, mais qui doit y consacrer à peu près un tiers ou un petit peu plus de son temps.
plus une personne qui fait de la communication financière. Sachant qu'ensuite, comme on l'a évoqué tout à l'heure, je dirais la cotation boursière a d'autres implications qui sont le fait que je dirais, le reporting est plus régulier, vous êtes obligé de produire pas mal de documentation, donc vous êtes globalement quand même obligé d'avoir une direction financière plus musclée, plus structurée que dans une situation où vous ne seriez pas coté. Très clair. On a d'ailleurs, je me permets de regarder aussi un peu les questions qui nous arrivent. On a d'ailleurs une question sur les points de vigilance à avoir en tête pour réussir son introduction en bourse et maintenir sa pérennité pour en tirer tous les leviers associés. Voilà, donc les points de vigilance pour une IPO et ensuite comment faire en sorte d'avoir tous les avantages et comment tirer bénéfice de cette cotation. S'il y en a un qui veut prendre cette question. Moi, je veux bien, moi j'irais par rapport à ça, dire ce que nous allons faire et faire ce que nous allons dire, c'est quelque chose d'essentiel, d'être transparent et constant dans la communication et dans la réalité, quoi. Donc voilà, donc je pense que la bourse, c'est avant tout des gens qui s'intéressent aux entreprises. Il ne faut jamais oublier ça, c'est que les gens qui investissent en bourse sont des gens qui aussi ont un attrait par rapport à l'investissement boursier, certes, mais à l'investissement dans l'entreprise. Donc, il faut les respecter profondément et leur donner régulièrement de l'information. Et donc, je pense que la constance d'information, de communication et surtout être constant dans ce qu'on dit et constant dans ce qu'on fait. Il faut vraiment être en phase par rapport à ça. Et je pense que ça, c'est un élément de qualité de relations boursières qu'il faut avoir et qui est essentiel par rapport à ça. Et je passe par rapport à ce que disait Pascal tout à l'heure, je suis complètement en phase là-dessus. Il faut savoir prendre du temps. Ça prend du temps d'être en bourse, mais c'est un temps qui est aussi, il faut le prendre comme étant une restitution aussi d'informations qui peut nous revenir d'appréciation de nos entreprises. Et donc, il faut savoir accueillir aussi la critique qui peut parfois est positive et qui nous permet de repenser les choses, de pouvoir éventuellement évoluer de manière différente. Donc, tout ça est assez... Bon, je pense que cette relation boursière est une relation qui doit être équilibrée, vraie, transparente, constante, et qui est parfois aussi pour nous, entrepreneurs, un élément de motivation par rapport au développement de nos propres entreprises et à leurs orientations. J'ai beaucoup, Jean-Charles. Je me permets de ce que vient de dire Jean-Charles, parce que c'est ô combien vrai. J'ai coutume de dire que la relation avec les analystes et les investisseurs, certes, on y passe du temps, mais à côté de ça, c'est un benchmark permanent, parce que vous vous faites en permanence poser des questions sur ce que sont les préoccupations des investisseurs dans votre secteur. Et ça vous permet de détecter très rapidement finalement des sujets sur lesquels vous êtes parfois un petit peu en retard, un petit peu à la ramasse par rapport à vos concurrents. Ça permet aussi de détecter très vite les changements dans la physionomie du marché. Les investisseurs, ils sont en permanence tendus vers le futur. Ils essaient de savoir ce qui va se passer dans votre secteur, dans votre entreprise, dans les 6 mois à 1 an qui arrivent. Et ils sont en permanence en train de déchiffrer ça, et ça vous permet tout de suite, quand il y a une inflexion, un changement de contexte, de le sentir à travers leurs questions et de commencer à vous poser vous-même des bonnes questions. Donc la relation avec les investisseurs et les analystes, c'est pas du tout du temps perdu. C'est vraiment quelque chose qui vous apporte énormément, qui vous permet de rester au contact de votre marché, de savoir ce qui se passe chez vos pairs et d'avoir finalement un regard critique qui vous permet de vous challenger sur votre stratégie et de prendre des décisions peut-être plus tôt que si vous n'aviez pas été coté. Très clair. Très clair. D'ailleurs, on a une question dans le chat, dans les questions qui fait un peu référence à ça. Au niveau de comment vivez-vous l'un et l'autre, si vous voulez, la récurrence des publications trimestrielles. On parlait tout à l'heure effectivement de la réglementation des obligations une fois cotées, et comment réconcilier performance court terme et stratégie long terme. Comment vous arrivez à faire ce jeu un peu d'équilibriste par rapport aux contraintes que vous impose votre cotation?
Pascal, Jean-Charles. Peut-être commencer à répondre à cette question. C'était vraiment une grande question. C'était un des freins qu'on avait eu côté Wavestone avant de s'introduire en bourse. Je me suis rendu compte que, en fait, on avait fait une très mauvaise analyse parce que quand on est une small cap, vu que la liquidité sur nos titres n'est pas énorme, il n'est pas possible pour des investisseurs de jouer du court terme sur des entreprises comme les nôtres. Ils ne peuvent pas faire de la spéculation à très court terme. Et donc, très naturellement, les PME ETI, on attire des investisseurs qui viennent avant tout chercher un projet qui vont accompagner dans la durée. Et il y a un alignement très naturel qui se fait entre finalement les investisseurs qui viennent à votre capital et la stratégie que vous voulez déployer. Et même si en permanence, vous devez rendre des comptes tous les 3 mois sur ce qui se passe, les évolutions, pour autant, vous avez des investisseurs qui ne sont pas du tout en train de chercher le résultat à 3 mois ou même le résultat à la prochaine publication semestrielle. Ils sont avant tout en train de chercher une histoire de quelques années sur laquelle ils vont pouvoir accompagner la croissance de l'entreprise et du coup générer une plus-value par cette croissance de l'entreprise. Merci. Jean-Charles, si vous avez un commentaire ou je poursuis les questions. Moi, je partage cet échange avec Pascal complètement. Pour nous, ça nous a donné aussi un rythme. C'est un rythme aussi de vie, la bourse. Et c'est un rythme dans l'entreprise. On n'est pas conduit par la bourse, mais on rythme l'entreprise aussi par rapport à la publication et à ces éléments-là, les clôtures trimestrielles, etc. Enfin, on clôture tous les mois dans tous les domaines, mais ce que ça nous a généré, c'est un certain rythme, entre autres dans le domaine de l'activité commerciale et du delivery en général. Et je pense que la deuxième chose aussi, c'est que cette rencontre trimestrielle que nous avons avec nos investisseurs, comme le disait très justement Pascal, c'est un moment où on leur donne des perspectives. On leur dit, voilà, vous voyez, on vous a dit ça, voilà où on en est, voilà pourquoi on y en est là, pourquoi on n'en y est pas, et comment… Voilà, il y a un élément qui est important, et qui est cette transparence de communication, et l'intérêt que porte… Vous savez, c'est important pour un industriel comme nous sommes, un entrepreneur. Vous êtes un peu seul quand vous dirigez d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas vous êtes dans une petite équipe, et de temps en temps de pouvoir trimestriellement avoir cette rencontre, cette obligation quelque part de communiquer, et ça vous oblige aussi à faire l'effort proprement dit d'alignement de vos actions et de votre pilotage opérationnel par rapport au plan que vous vous êtes fixé, que vous avez parfois communiqué aussi à vos analystes. Et donc c'est un élément qui est, pour moi, rythme absolument aussi la vie de l'entreprise, pas dans le côté négatif des choses, c'est pas une pression particulière, ce sont des échéances qu'il faut respecter et qui rythment d'une certaine manière la vie de notre entreprise. Très clair, merci beaucoup Jean-Charles. On avait une question aussi sur les, je reprends un peu la question, mais sur les points de vigilance avant une introduction en bourse, à quoi penser et comment être sûr qu'on est prêt pour une IPO. Je vais peut-être commencer à donner un élément de réponse, parce que c'est vrai que l'IPO pour l'un et l'autre remonte un petit peu et que la réglementation a aussi un peu évolué. Donc je pense que l'IPO, il faut déjà y aller pour les bonnes raisons, effectivement, avoir un projet de croissance, évidemment, à financer et pour pouvoir intéresser les investisseurs. Évidemment, le processus d'IPO est un processus, à partir du moment où on a pris la décision d'y aller, pour les bonnes raisons, on est accompagné, on n'est pas tout seul. On a évidemment un conseil autour de nous, on a des avocats, on a des auditeurs, on a des banquiers qui vont nous aider dans le processus d'introduction qui peut prendre entre 4 et 6 mois aujourd'hui. Voilà. Et donc, les bonnes raisons là-dessus, donc projet de croissance à financer, un développement à l'international qui nécessite aussi des fonds, une stratégie de build-up, des CAPEX, de la R&D, financer l'innovation. Tout ça sont évidemment des très bonnes raisons. Mais l'idée, c'est aussi de comprendre que la bourse, c'est une étape, c'est le commencement d'une nouvelle vie pour l'entreprise, pour ses collaborateurs, pour ses parties prenantes, et qu'il va falloir, comme vous l'avez très justement dit l'un et l'autre, animer, communiquer, s'efforcer d'être transparent,
parce qu'on va être en permanence challengé par les analystes financiers, par son environnement, et voilà, de façon à rendre la société encore plus efficiente qu'elle ne l'est avant d'arriver en bourse. Donc il y a tout un travail préparatoire, je dirais, qui est crucial pour réussir cette transformation du monde du non-coté au monde du coté. Voilà. Alors Léonard, il y a aussi une autre question sur l'introduction en bourse. Combien ça coûte concrètement? Oui. Une question de Jérôme. Et d'ailleurs, j'incite tous les participants, on va se ménager ces dernières minutes pour une session de questions-réponses, à continuer à poser des questions dans l'onglet questions. Et puis, je vous rappelle que vous recevrez en fait l'enregistrement de cette session à l'issue du webinaire, et ainsi que le support de présentation qui contient quelques annexes très intéressantes là, que n'a pas eu l'occasion de vous présenter Léonard, et ainsi que des contacts. N'hésitez pas après à prendre contact. Donc, pour revenir à la question, combien coûte donc une introduction en bourse? Alors, ouais, je vois la question. Combien coûte une introduction en bourse et combien cela coûte une fois qu'on est coté? Alors, une introduction en bourse, effectivement, en fonction du montant que lève, donc ça va être vraiment dépendant du montant qu'on lève. Si on peut schématiser, plus on lève en termes de montant levé, plus le prix va être dégressif. On peut estimer les coûts entre 5 et 10%, 5 et 10% des montants levés à l'introduction en bourse. On peut considérer que c'est beaucoup, pas beaucoup. En fait, il faut quand même mettre ça au regard de tout ce qu'on a évoqué dans le webinaire en termes d'apport de cette boîte à outils, sur les levées de fonds qu'on va pouvoir faire également après dans des temps extrêmement rapides par rapport à de la dette bancaire ou par rapport à de la levée de capitaux en private equity. Il faut mettre ça en rapport sur tout l'aspect capital humain, notoriété, crédibilité, liquidité du capital que va apporter la bourse. Et beaucoup de dirigeants, et j'aimerais vous entendre là-dessus, peut-être Jean-Charles et Pascal, nous disent que finalement, le coût d'intro est absorbé finalement assez vite les années qui suivent, puisque une fois coté, le coût, si vous voulez, régulier de cotation, c'est un abonnement auprès d'Euronext qui coûte à peu près 10 000 euros, parfois plus, ça dépend un peu de la capitalisation un peu boursière des sociétés ensuite. Et ensuite, c'est l'effort que mettent chaque dirigeant, chaque CFO dans la communication pour entretenir la cotation, où on rajoute effectivement une surcouche de coûts, mais qui est un équilibre à trouver dans ce qu'on vient chercher en bourse et comment on veut animer tout ça une fois coté. Donc peut-être Pascal, si vous avez des éléments aussi de réflexion sur le coût de la cotation par rapport à ce que ça peut rapporter. Oui, c'est toujours une question qui est difficile à traiter, parce que finalement, les coûts directs sont négligeables. Comme vous l'avez évoqué, vous avez un petit peu de coûts d'Euronext, un petit peu de coûts de conseil, de Comfin, mais finalement, ce que vous subissez comme coût direct est négligeable. Ensuite, je pense que pour que la bourse produise tous ses effets, vous avez quand même besoin d'investir en communication, en relation avec vos investisseurs, en structuration de vos équipes pour produire l'info la plus pertinente possible et la plus régulière possible. Et donc, les coûts internes générés peuvent être nettement plus importants, mais c'est des coûts qui ont un retour sur investissement. Par exemple, le fait d'avoir un document d'enregistrement universel comme l'évoquait Jean-Charles, c'est quelque chose qui vous sert énormément, à la fois pour discuter avec vos clients quand ce sont des grands comptes qui souhaitent vous référencer, discuter avec vos banquiers, attirer vos collaborateurs. Donc, nous, on estime que finalement, l'investissement qu'on fait pour réussir notre cotation boursière, il représente de l'ordre de 700 kilos à 1 million d'euros par an. Mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire et qu'on subit, c'est parce qu'on pense que c'est un bon retour sur investissement. On en a un bon retour sur investissement. Merci Pascal. Jean-Charles Oui, le coût direct est très très important. C'est ça qui est important, c'est le coût interne véritablement. Il faut caper une bonne équipe en termes de DAF. Il faut une direction administrative et financière de très bonne qualité. Des gens qui sont capables d'écrire des choses comme le DIE. Vraiment, nous, on estime notre coût entre 400 et 500 000 euros maximum
aujourd'hui en coût interne. Pour une entreprise qui fait un peu plus, qui fait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Donc, pour vous donner à peu près la proportion que ça représente. On consolide aussi, donc le fait de consolider, c'est qu'on a besoin de deux commissaires aux comptes. Je crois que l'effet de consolidation nécessite en termes de réglementation ce genre de choses. Donc c'est des coûts qui intègrent aussi ces éléments de gérance et de gouvernance d'entreprise. Merci Jean-Charles. Peut-être sur les 5 minutes dernières qui nous restent, je voulais évoquer avec l'auditoire justement deux idées. Je vais reprendre juste la présentation à l'écran. On est effectivement sur des temps longs de réflexion, de savoir si l'IPO peut être une bonne alternative pour développer son entreprise. Et on reçoit beaucoup de dirigeants d'entreprises tech au sens large, ou d'entreprises plutôt au profil familial, entrepreneurial, qui se posent la question très en amont. Et du coup, Euronext a mis en place, il y a plusieurs années maintenant, 2 programmes pour pouvoir réfléchir à cette option de l'IPO. Donc, un programme qui s'appelle TechShare et qui est plutôt destiné aux entreprises tech au sens large. Donc, les ESN en font partie, les éditeurs de logiciels également. Et c'est un programme qui permet sur une année, à raison de quelques sessions dans l'année, de pouvoir réfléchir avec les meilleurs experts du sujet que met à disposition Euronext, si l'IPO est une voie possible, est une voie adaptée à son projet, aux motivations. Et c'est un programme évidemment entièrement gratuit qui est financé par Euronext et ses partenaires et qui permet de répondre à cette question et de savoir si effectivement l'IPO est faite pour nous et si oui, à quelle échéance une introduction serait envisageable, qu'est-ce qui nous reste à faire pour pouvoir être cotable entre guillemets en termes de process interne, d'organisation, etc. Donc ça c'est le programme TechShare. N'hésitez pas à nous contacter si ce programme vous intéresse, on sera ravis de vous expliquer plus en détail son contenu et les périodes dans l'année où on est dans le recrutement des candidats à ce programme. On accueille cette année 120 entreprises à peu près au niveau européen sur ce programme-là. Et on a un deuxième programme qui s'appelle le programme FamilyShare, qui est un programme destiné plutôt aux sociétés familiales. On a d'ailleurs cette année une ESN et un petit éditeur de logiciels qui suit ce programme, parce qu'ils ont voulu rester dans une confidentialité et dans un anonymat sur cette réflexion pour pas forcément l'ébruiter parce que la décision n'est pas prise. Et là, on accueille des sociétés donc plutôt familiales ou qui veulent conserver cet anonymat et qui vont réfléchir pareil sur une année avec nous, avec quelques sessions, 4 sessions dans l'année, différents partenaires bancaires, auditeurs, juridiques et communication financière sur l'IPO. Voilà, sur l'IPO et vont bénéficier de tout le savoir et de toutes les pratiques du marché pour savoir si l'IPO est une bonne option pour eux, sachant que ce programme est 100% bilatéral et 100% confidentiel pour les sociétés familiales. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. Vous recevrez la présentation après le webinaire, comme l'a dit Boris, ainsi que le replay. Je n'ai plus qu'à remercier chaleureusement Pascal, Jean-Charles et Boris aussi pour l'organisation évidemment de ce webinaire. Et on reste à votre disposition évidemment si vous souhaitez en savoir plus, ne serait-ce que par curiosité. Voilà, c'est des sujets qu'il faut démystifier, sur lesquels il faut beaucoup de pédagogie pour comprendre vraiment l'intérêt, le momentum. Et je pense que beaucoup de sociétés aujourd'hui ont peut-être peur de la bourse parce qu'elle évoque peut-être des légendes urbaines qu'il faut démystifier. Et nous, on est là évidemment pour vous accompagner dans la réflexion et pour voir si effectivement, pour votre entreprise, la bourse peut être une vraie option. Et on se fera un plaisir de faire intervenir aussi d'autres dirigeants comme Pascal et Jean-Charles qui peuvent vous apporter leur témoignage très éclairant. Très éclairant. Voilà, merci beaucoup Pascal, merci beaucoup Jean-Charles. C'était un plaisir. Donc, bonne journée à tous. Bonne journée. Un plaisir. À très bientôt, au plaisir. Merci. Au plaisir. Merci beaucoup. Oui, à bientôt. À bientôt. Au revoir.